Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui continue le cours sur les angiospermes. Dans la vidéo précédente, vous avez vu quelle était la structure des fleurs et comment elles se mettaient en place lors de leur développement. Vous avez compris que les étamines produisent les grains de pollen qui renferment les gamètes mâles et le pistil renferme le gamète femelle. Pour qu'il y ait une fécondation qui va assurer la reproduction sexuée, il faut que les gamètes mâles rencontrent les gamètes femelles. Il faut donc que les grains de pollen se déplacent. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Et chez les angiospermes, on va voir qu'il existe deux types de pollinisation. On va donc voir ces deux types de pollinisation. Comme la fleur est hermaphrodite, ce que l'on peut penser, c'est que le pollen d'une fleur va aller sur le stigmate de la même fleur. On aurait donc une auto-pollinisation qui serait suivie d'une auto-fécondation. C'est par exemple le cas de certaines fleurs de la famille du haricot. Mais cette autopollinisation, c'est un phénomène qui reste relativement peu fréquent chez les angiospermes. La plupart des angiospermes se reproduisent avec deux individus. En voici un et en voici deux. Ce sont des individus de la même espèce. Dans ce cas, le pollen d'une fleur d'un individu est transporté sur une fleur d'un autre individu. On parle de pollinisation croisée. Il y aura ensuite une fécondation. Et ce phénomène-là, c'est lui qui est le plus fréquent chez les angiospermes. C'est donc de lui dont on va parler. Dans le cas de la pollinisation croisée, les grains de pollen qui contiennent les gamètes mâles doivent être transportés jusqu'au pistil d'une autre fleur, d'un autre individu, mais toujours de la même espèce. La pollinisation, c'est donc le transport du grain de pollen. Il existe différents agents qui vont assurer la pollinisation. Moi, je vais en parler de deux. Le premier agent dont je vais parler, c'est le vent. Les fleurs qui ont une pollinisation assurée par le vent sont dites fleurs anémophiles. C'est par exemple le cas du blé. On va regarder les fleurs du blé puisque vous allez voir qu'elles ont des particularités qui font qu'elles sont très bien adaptées à cette pollinisation par le vent. Alors chez le blé, les fleurs sont toutes petites et elles sont regroupées dans un épi. Bien qu'elles aient une forme particulière, on va y retrouver notamment des étamines. Les étamines sont les éléments ici, regardez, qui pendent au vent. Et chaque jour, un épi de blé a des étamines qui vont produire jusqu'à 1 million de grains de pollen qui sont donc dispersés par le vent. Sur cette photo ici, on a agrandi une petite fleur de blé. On y retrouve les étamines qui pendent. Et ici, cette espèce de petite plume, c'est en fait le stigmate du pistil qui a un aspect plumeux. Cet aspect plumeux lui permettra de récupérer un maximum de grains de pollen issus d'autres fleurs de blé. Et le pollen des espèces anémophiles, c'est un pollen qui est adapté à la dispersion par le vent, dans le sens où c'est un pollen qui est petit. Dans le cas du pollen de blé, chaque grain mesure à peine 10 micromètres. Et c'est aussi un pollen qui est très léger. Donc des caractéristiques qui vont lui permettre une très bonne dispersion par le vent. Le deuxième agent qui assure la pollinisation, vous y pensez tous, c'est les insectes. C'est par exemple les abeilles ou les papillons. Les fleurs qui sont pollinisées par les insectes sont des fleurs dites entomophiles. Les insectes, ils sont généralement en quête de nourriture. Ils vont chercher à consommer deux substances produites par les fleurs, les graines de pollen, qui sont riches en protéines, mais aussi le nectar, comme ce papillon ici, qui est en train, avec sa trompe, d'aspirer le nectar produit par la fleur. Le nectar, c'est un liquide qui est très riche en sucre. Alors les insectes, ils sont attirés par les fleurs qui émettent des signaux odorants, mais aussi visuels. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes peu sensibles à ces signaux visuels parce que les insectes n'ont pas la même vision que nous. Ils peuvent détecter certaines radiations lumineuses auxquelles notre œil humain est insensible. C'est le cas des ultraviolets. Alors ici, vous avez la même fleur, une fleur d'onagre, qui est éclairée par une lumière classique en haut. Elle apparaît jaune, on la voit jaune.
et en dessous, elle est éclairée avec une lumière ultraviolette. Donc c'est un petit peu la vision que les abeilles auraient de cette fleur. Et vous remarquez que cette vision permet aux insectes de repérer des lignes dans les fleurs, ces lignes qui convergent depuis les pétales jusqu'au cœur de la fleur, là où se trouvent les aliments que cherchent les insectes, notamment le nectar par exemple. Les abeilles donc, vont butiner de fleur en fleur, elles vont avoir leur corps saupoudré de pollen, et lorsqu'elles se déplacent de fleur en fleur, elles vont permettre de déplacer le pollen d'une fleur à une autre fleur. Vous constatez qu'il existe des liens étroits entre les insectes et les angiospermes. Les insectes permettent aux plantes entomophiles de se reproduire, et ces plantes leur fournissent de la nourriture. Les relations sont tellement étroites qu'au cours de l'histoire, s'est créé ce que l'on appelle une coévolution entre les insectes et les plantes, coévolution dont Madame Autier va vous parler. Alors, nous recherchons ici des arguments mettant en évidence une coévolution entre la fleur et l'animal pollinisateur. Il faut que vous ayez à côté de vous l'exercice intitulé « Une collaboration animal pollinisateur-plante ». Mais avant tout, qu'est-ce que la coévolution? Qu'est-ce que ce concept de coévolution? Alors, comme son nom l'indique, co, cela implique une histoire commune. Mais qu'est-ce que l'on entend par là? Donc, dans l'exemple choisi, il s'agira de deux espèces, et ces deux espèces ont une relation exclusive, ce qui signifie que tout changement évolutif de l'une, donc l'apparition d'un nouveau caractère chez cette espèce, va modifier l'environnement chez l'autre espèce. Donc, ce changement d'environnement pour l'autre espèce va forcément sélectionner les nouveaux caractères avantageux à ce moment-là. Et si nous nous arrêtons là, il s'agit simplement de sélection naturelle. Mais en fait, cette sélection de nouveaux caractères chez la deuxième espèce provoque un changement dans l'environnement de la première espèce, ce qui va pousser cette première espèce vers un nouvel épisode de sélection et ainsi de suite. Donc bien sûr, il faut que les organismes s'influencent mutuellement pour qu'on puisse parler de coévolution, une sélection naturelle réciproque. L'exemple étudié ici concerne côté angiosperme, l'orchidée dont on voit le nom s'afficher, Zalouzianskia microsiphon, et du côté de l'insecte, il s'agit d'une petite mouche appelée Prosoeca gangleboeri. Alors, l'orchidée possède une sorte de tube cylindrique ici, que l'on appelle nectaire, et qui sécrète le nectar. Comme ce tube a une forme allongée, ça vient d'un pétale modifié, on l'appelle éperon nectarifère. En ce qui concerne l'appareil reproducteur mâle de cette orchidée, il est réduit à deux petites masses collantes qui contiennent le pollen, on appelle ça les pollinies. Alors, ces pollinies ont une position bien particulière. Si vous les regardez, elles sont placées, vous regardez cette position, elles sont placées, les pollinies, au-dessus de l'éperon nectarifère. La mouche, elle va bien venir boire le nectar sucré, donc à l'aide d'un organe de succion que voici. Et cet organe de succion s'appelle proboscis, c'est une sorte de trompe. La mouche va donc enfoncer son long proboscis dans l'éperon nectarifère de l'orchidée. Et ce faisant, elle va heurter sa tête et son thorax aux fameuses petites pollinies, qui vont donc adhérer à sa tête et à son thorax. Au cours de ces repas successifs de nectar, eh bien la mouche transportera les pollinies d'une fleur à l'autre, ce qui va permettre la pollinisation croisée. Alors nous allons donc chercher ici des arguments qui montrent que cette relation entre la mouche et l'orchidée est le résultat d'une coévolution. Alors, sur votre feuille d'exercice, vous avez ce document, à gauche, qui vous présente les deux organes impliqués. Pour la mouche, sa trompe, sa longue trompe, le proboscis. Et pour l'orchidée, le pétale modifié en éperon nectarifère. Sur votre droite, vous avez un graphique
qui représente une étude de terrain en Afrique du Sud, dans l'est de l'Afrique du Sud. Alors des chercheurs ont étudié la correspondance entre le proboscis des mouches et ce qu'ils appellent la profondeur des fleurs, c'est-à-dire la longueur de l'éperon nectarifère. Chaque petit point, il y en a 16 en tout, chaque point correspond à une région. Donc exemple, dans cette région ici, l'étude de la longueur de l'éperon nectarifère donne à peu près 20 mm. En moyenne, les orchidées de cette région ont un éperon nectarifère de 20 mm. Et les petites mouches associées dans cette région aux orchidées ont une longueur de proboscis de 20 mm. Autre exemple, nous sommes dans une autre région où là vous avez des fleurs qui ont un éperon nectarifère beaucoup plus long, de 55 mm, et on s'aperçoit que les mouches de cette région associées à ces orchidées ont également un proboscis beaucoup plus long, d'environ 50 mm. Donc on remarque globalement une corrélation plutôt étroite entre la longueur du proboscis, ici, de la mouche, et celle de l'éperon, quelles que soient les régions étudiées. Il faut donc bien comprendre ici qu'il y a une sélection naturelle réciproque entre les populations d'orchidées et les populations de mouches, en fonction bien sûr donc de ces deux caractères, la longueur du proboscis et la longueur de l'éperon nectarifère. C'est ce qu'on appelle une coévolution mutualiste. Nous pouvons ainsi compléter le QCM. Je vous conseille d'arrêter la vidéo pour prendre le temps de cocher là où les bonnes réponses. Vérifiez bien, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Alors, 1. Le proboscis, on l'a tous compris, ce n'est pas du côté de l'orchidée, mais c'est du côté de la mouche. C'est donc ce tube, cette trompe, cet organe de succion qui est inséré par la mouche pour prélever le nectar au fond de l'éperon. Ensuite, que montre l'étude ? Eh bien, vous n'aviez pas tellement le choix. Là, c'est complètement faux. 20 mm, 50 mm, on a vu que c'était pas du tout le cas. Plus l'éperon nectarifère de l'orchidée est profond, plus le proboscis de la mouche est long. Et là, les résultats de l'étude suggèrent qu'il y avait deux réponses. La modification de la longueur du proboscis va entraîner par sélection naturelle une augmentation de longueur de l'éperon des orchidées. Et une modification de la longueur de l'éperon entraîne une sélection aussi naturelle des mouches au niveau de leur proboscis. Si je résume où nous en sommes, les grains de pollen sont sur le stigmate au sommet du pistil d'une fleur, et il faut maintenant qu'il y ait une fécondation pour que le fruit se forme. Comment se fait cette fécondation ? Regardez. Pour comprendre comment se fait la fécondation chez les angiospermes, on va ne garder que les appareils reproducteurs, notamment le pistil, l'appareil reproducteur femelle. Mais on va aussi s'intéresser aux grains de pollen, puisque ce sont eux qui contiennent les gamètes mâles. Les grains de pollen ont la capacité, lorsqu'ils sont dans un milieu favorable, à générer un petit tube qu'on appelle un tube pollinique, par lequel les cellules reproductrices mâles peuvent se déplacer. Et c'est ce qui se passe lorsque les grains de pollen arrivent au sommet du pistil sur le stigmate. Ils vont alors générer un tube pollinique qui va s'enfoncer tout à l'intérieur du pistil à travers le style pour atteindre l'ovule, et à travers ce tube pollinique va se déplacer le gamète mâle qui pourra alors réaliser la fécondation. Regardons concrètement ce qui se passe sur une petite animation. On retrouve ici une coupe de pistil. En haut en jaune, c'est le grain de pollen qui contient le gamète mâle en rouge. Il va donc se déposer, générer le tube pollinique qui va grandir, aller en profondeur du pistil, jusqu'à permettre au gamète mâle d'atteindre l'ovule. C'est ainsi que se fait la fécondation entre les deux gamètes. La fécondation va alors permettre la formation du fruit. La fleur va se transformer, notamment son ovaire du pistil. Quelque temps plus tard, voilà ce à quoi ressemble la fleur. Les étamines ont fané, les pétales ont fané, et on repère que l'ovaire du pistil s'est gonflé. En fait, il est en train de se transformer en fruit. À l'intérieur, l'ovule qu'il renfermait est en train de se transformer en graine. Quelques semaines plus tard, on obtient alors un fruit dont la partie charnue provient de la transformation de l'ovaire du pistil, et la graine provient de la transformation de l'ovule.
La graine renferme un embryon de plante. Lorsque la graine tombe au sol et qu'elle rencontre des conditions favorables, la graine va germer et l'embryon de plante va se développer en une nouvelle plante.